Vous connaissez l'expression juste parmi les nations? Attendez, je vais vous le trouver. Je vais vous la trouver cette expression sur Wikipédia, sur d'autres sites. En fait, ce titre est décerné à ceux qui, par leur action et malgré le danger, ont permis de sauver la vie des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, ma question est de savoir si nous ne serions pas des injustes parmi les nations. Je vais développer ma pensée. Pour ce faire, j'ai fait une comparaison. Je compare en fait les personnes âgées et les personnes ayant une déficience immunitaire, les personnes malades et aussi ces personnes qui souffrent d'addiction sévère à certains stupéfiants qui affaiblissent énormément le système immunitaire. En tout cas, je compare en gros ces personnes à risque aujourd'hui du coronavirus aux Juifs sous l'occupation nazie. Je développe. À mesure que les Juifs couraient un danger mortel, génocidaire, devant l'ennemi invisible qui était la Gestapo, et dans l'indifférence du plus grand nombre, de la même manière, les vieux, ce qu'on appelle familièrement les vieux, nos personnes malades, nos personnes faibles, courent un danger mortel devant un ennemi invisible en 2020 qui est le coronavirus. Et ces vieux ne bénéficient pas assez de notre attention et ne bénéficient pas des mesures appropriées pour faire face à ces dangers. Pendant que la société se confine et se barricade devant un danger bénin pour le plus grand nombre d'entre nous, étant donné que cette maladie constitue un danger bénin. C'est ça qu'il faut le dire, pour le plus grand nombre d'entre nous. Devant ça, nous tombons dans la paranoïa la plus totale, nous nous confinons et nous regardons notre nombril. Et je vais développer en fait cette opinion sur 7 points ici. Le premier point, c'est de chercher à comprendre est-ce que le remède que nous sommes en train d'envisager contre le coronavirus, toutes les mesures parfois stupides que les gouvernants ont prises contre le coronavirus ne sont pas pires que le coronavirus lui-même. Le deuxième point, c'est de savoir nous sommes gouvernés par quoi aujourd'hui? Quel est le mode de gouvernance de notre époque? Le troisième point, c'est l'inefficacité et le caractère inapproprié du confinement. Le quatrième point, c'est de proposer des mesures ciblées et appropriées devant cette crise de coronavirus pour sauver vraiment des vies. Le cinquième point, c'est
de s'interroger s'il n'y a pas une volonté de tuer, ou du moins une négligence coupable, eu égard du nombre de morts qui perdurent malgré toutes les mesures qu'on a prises. Le sixième point, c'est de s'interroger quant à l'existence d'une visée machiavélique. Et le dernier et septième point, c'est de s'interroger sur quelle est la mission de notre génération. Est-ce que nous sommes vraiment en phase avec le sens de l'histoire? Parce que chaque génération a une mission. À elle de l'accomplir ou de la trahir. Sommes-nous en train de trahir notre mission? C'est une question que je me pose à la dernière partie de cette vidéo. Ici, nous allons regarder si le monde entier, dans un état de panique, a vraiment pris des mesures dont les conséquences sont pires que le mal devant cette crise de coronavirus. D'abord, nous voyons que la plupart des nations dans le monde ont pris des mesures liberticides et parfois même illégales au regard du droit naturel de l'être humain, qui sont des droits fondamentaux imprescriptibles et parfois même inviolables, et qui sont des droits fondamentaux de l'homme du fait qu'il est un homme. Ce n'est pas un État qui nous octroie ces droits, nous les acquérons de notre qualité d'être humain. Et ces droits sont restreints de manière considérable en remède à ce coronavirus. Ces droits, je vais en citer les plus emblématiques, qui sont restreints aujourd'hui. C'est nos droits à une vie de famille. On a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour rendre visite à leurs conjoints qui vivent dans un autre habitat, à leurs parents, etc. Il y a un certain nombre de libertés qui sont complètement restreintes ou en grande partie restreintes aujourd'hui. La liberté de mouvement, la liberté d'aller et venir, la liberté des réunions. Et les droits sociaux sont parfois restreints. Les gens sont mis en chômage massif, chômage partiel, parfois sans dédommagement. Et le temps légal du travail est détricoté. Beaucoup de mesures graves sont déjà prises ou vont l'être prochainement. La liberté économique de chercher à gagner sa vie, c'est droit fondamental de l'homme qui est de chercher à gagner sa vie est restreint. Et même la paix des morts est touchée, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui enterrer dignement nos défunts. On ne peut pas non plus, parfois on n'a même pas la possibilité de les voir. Et il y a aussi la question des pistages massifs de la population qui est évoquée ou qui est déjà à l'œuvre dans certains pays. On va pister la population massivement. Et donc il y a ces risques de contrôle de la population. Et il y a l'état d'urgence avec des couvre-feux, des régimes d'exception, des parlements fermés, ou des parlements ne pouvant pas fonctionner normalement, nos droits politiques limités, pas de pétitions, pas de référendums, pas de manifestations, etc. Et les désastres économiques consécutifs aux mesures qui sont prises aujourd'hui, qui sont en train
de nous étrangler économiquement. Les désastres sociaux des gens qui sont confinés, qui ont des problèmes psychologiques, qui ont des problèmes de couple, qui veulent divorcer, qui ne peuvent pas, qui doivent rester confinés avec le conjoint qui n'est plus désiré, la violence conjugale et des personnes malades qui ne peuvent pas, de peur, à juste ou à tort, se déplacer pour bénéficier des soins dont ils ont besoin. Donc il y a ces désastres sanitaires que nous subissons aussi du fait du confinement lié au coronavirus, qui est que les malades sont abandonnés, les autres malades ils n'ont pas assez d'attention qu'il aurait fallu qu'ils aient compte tenu de leur état de santé. La promiscuité qui est imposée à la population vivant dans des appartements minuscules, la dépression, l'isolement, la non-assistance de ceux parmi nous qui sont un peu plus vulnérables, qu'on n'est plus en mesure d'aller les voir, de les secourir, de les assister, de les réconforter. Le manque de transparence pour les familles quant au sort de leurs parents hospitalisés. La crainte d'une infection nosocomiale. Et cette crainte est souvent avérée que beaucoup de personnes qu'il ne faut surtout pas qu'ils tombent malades de ces coronavirus tombent tout de même malades justement à l'hôpital ou à la maison dans le cadre des soins qui leur sont apportés. Et donc, si je regarde tous ces désastres-là, je dis que on est en train de se poser la question si la remède n'est pas pire que le mal. Et quant à la gouvernance, on est en droit de se demander si ce n'est pas la gouvernance par la peur qui prévaut aujourd'hui. Tant il y a un manque de rationalité des décisions des gouvernants, un état de panique suscité dans la population et il y a un mimétisme international et interétatique qui veut que chaque État essaie de faire comme l'a fait l'autre État. Et on voit souvent ce phénomène lorsque les pays anciennement colonisés imitent de manière complètement inappropriée les mesures prises dans les pays qui les avaient anciennement colonisés. La crainte d'une infection, on n'est plus dans ces chapitres, dans la gouvernance, il y a la déconnexion des élites par rapport à la réalité. On dirait qu'ils ne savent pas comment on vit pour être en mesure de prendre des mesures comme ça, qu'ils ne sont pas au fait de nos réalités. Donc, on peut aussi invoquer la récupération politique de cette crise, la volonté de se poser en héros ou en sauveur de la nation devant une crise de cette ampleur. Et parfois même une volonté de resserrer des liens ou le rang national devant quelque chose qui est érigé en péril suprême. Donc il y a vraiment une sorte d'alarmisme irrationnel qui nous gouverne aujourd'hui. Et cette gouvernance par la peur, on doit vraiment pouvoir évoquer ça sans hésitation. Le troisième point, c'est l'inefficacité et le caractère inapproprié du confinement. C'est que nous sommes en train de nous embourber dans le confinement. On parle déjà du stop and go, c'est-à-dire le confinement répétitif, que l'on peut comparer à un étranglement répétitif de la population, de l'économie. Et on se rend compte qu'on va fatiguer les gens et on va amener les gens à se résigner.
et les autorités vont finir par se fatiguer et se résigner sans jamais admettre qu'ils se sont trompés. On voit aujourd'hui qu'un pays comme l'Iran a décidé d'assouplir considérablement son confinement malgré le fait que ça n'a produit aucun effet tangible. Alors, on voit aussi que le confinement, avec l'effet de panique que cela a suscité, a fait que certaines personnes, des jeunes, se sont déplacés pour se rendre chez leurs parents et qui leur ont fait courir les risques de les rendre malades sans le faire exprès, compte tenu du fait que les parents est peut-être plus âgé et qu'il ne peut pas supporter cette maladie. Ce qui n'est pas le cas du plus jeune. On voit aussi que l'État, dans certaines régions de France, en tout cas c'est des initiatives locales, je ne sais pas, certaines collectivités essaient de réquisitionner des hôtels pour héberger des malades et les soigner. Ils auraient mieux fait de réquisitionner des hôtels pour mettre en quarantaine des personnes qui sont des personnes à risque de cette maladie et de les mettre à l'hôtel avant même que ces personnes tombent malades. Et on voit pour toutes ces raisons que les mesures de confinement sont des mesures inappropriées. Il y a une constance déconcertante des morts. Les morts continuent jusqu'à épuisement des stocks, si je peux me permettre cette expression, jusqu'à épuiser toutes ces personnes à risque, jusqu'à ce que le plus grand nombre d'entre eux soient infectés et encourent les risques mortels. Et la stratégie qui consiste à ralentir les virus, c'est une stratégie qui consiste à faire durer nos malheurs. De mon point de vue, le prétexte de l'engorgement des unités de réanimation n'est pas approprié. Parce que lorsque les personnes vraiment à risque sont identifiées et mises en quarantaine, ils ne vont pas tomber malades et ils ne vont pas désengorger les unités de soins intensifs. Les personnes à risque, si elles sont identifiées et épargnées, isolées, mises en quarantaine au moment opportun, ça évitera que ces personnes tombent malades et à plus forte raison que ces personnes, que leurs soins nécessitent d'engorger les unités de soins de réanimation. Et on parle aussi des infections et des réinfections, que des personnes vont se réinfecter à force d'être dans la nature et qu'il faille confiner les gens. Et c'est quelque chose qui n'est pas approprié. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réinfection. Il y a seulement des tests qui sont faux, qui ne sont pas fiables à 100%. Mais les personnes déjà immunisées ne retombent pas malades. On invoque aussi des risques qui perdurent, qui sont des risques d'infection nosocomiale. Malgré les confinements, les gens qu'il ne faut pas qu'ils tombent malades, qui sont déjà malades, qui sont déjà dans les hôpitaux, tombent massivement malades. Les personnes âgées, isolées, qui sont à domicile, tombent malades. Les gens dans les homes tombent malades. Ce pas des gens qui vont à Tokyo, qui vont au Pékin, c'est des gens qui ne sortent même pas de leur maison de retraite. Mais il les constitue quasiment la moitié des personnes qui décèdent. C'est au moins un tiers des personnes qui décèdent. C'est avéré. Et ça, c'est incommensurable. Sans compter toutes ces personnes isolées, parfois dépendantes, qui reçoivent des soins à domicile et qui, à travers
ce processus de soins tombent malades, se voient infectés, pendant que nous, on est confinés, ne se posant pas la question du caractère approprié des mesures qui sont prises. Alors, les risques sanitaires liés à ces confinements, j'ai déjà évoqué ça. Et les maisons de retraite, j'ai déjà évoqué ça. Et on parle aussi du fait que ce coronavirus tue de manière indiscriminée et de manière aveugle. Et ça, c'est pas tout à fait juste. Le coronavirus tue des personnes bien connues, des personnes à risque, des personnes dont le profil est connu, des personnes qu'on peut identifier dans la société et isoler à temps. Et donc, ces personnes, c'est environ 20% de la population. Toutes les statistiques des journaux, de l'OMS, de l'État, des ministères de santé sont unanimes là-dessus. Et donc, il est temps de se poser des questions par rapport à ces confinements et à son efficacité. Il est temps aussi de se poser la question de savoir si les informations liées à la Chine sont des informations fiables quant à l'efficacité du confinement chez eux. Les pays qui ont confiné n'en ont pas vraiment fini avec l'épidémie. Mais d'autres mesures comme les masques, comme les tests massifs ont fait leurs preuves dans certains pays comme Taïwan, la Chine même, mais aussi Singapour et la Corée du Sud. Et ce système de confinement n'est pas approprié. Les mesures appropriées, c'est le point 4 de mon intervention et je vais y arriver. J'ai peut-être, compte tenu de la longueur de cette vidéo, je vais peut-être faire cette vidéo en 2 épisodes pour pouvoir bien développer les points restants de cette intervention. Si vous le permettez, je reviens encore vers vous pour développer mon opinion dans une deuxième vidéo. Merci à vous.